Attention les gars, on va partir. Rebonsoir, après ce petit interlude. Donc si je résume, j'ai fait du Vim, j'ai fait du Haskell, j'ai fait du réseau, qu'est-ce qui reste? Bah plus de Haskell, hein, on va être drôle. Cette fois-ci, à la première conf Haskell, je vous ai dit le but c'est que tout le monde comprenne, non, c'est pas compliqué. Là c'est l'inverse, mon objectif c'est de tous vous paumer. Mon objectif c'est d'espérer, quelque part, il y ait une personne qui trouve ça beau. Et là, ce sera génial. Je vais parler et vulgariser très très légèrement, étant donné que j'ai qu'une demi-heure, je me permettrai beaucoup de raccourcis, donc les puristes me pardonneront ça s'ils me voient plus tard en vidéo. Deux papiers scientifiques, le premier un papier de Gérard Huet en 97 et un papier de Conor McBride en 2001 qui parle de structure de données en Haskell et ou d'une manière générale et des choses un peu marrantes qu'on peut faire. Donc, tout de suite, problématique. Problématique, première partie, on va parler du premier papier qui s'appelle le zipper. On va parler d'une structure de données marrante qui s'appelle le zipper. Problématique, j'ai un arbre. Je fais un jeu vidéo. Pourquoi je fais un jeu vidéo en Haskell? On ne sait pas pourquoi, posez pas de questions. Et puis c'est un labyrinthe, on va dire. Et puis j'ai un chemin comme ça. C'est pas un graphe, c'est un arbre. J'ai pas envie de me faire chier. Et voilà, ça m'a l'air très très bien. On va faire des trucs comme ça. À chaque fois, je peux soit avoir deux passages, avoir une fin, ou bien avoir un passage. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas trop de problème. Comment je peux représenter ça en Haskell? Ou en OCaml ou n'importe quoi? Bah, c'est très très simple. Je vais dire, je commence par data, c'est comme le type en OCaml. Data, labyrinthe, je vais appeler L parce que je suis un putain de flemmard. Je lui passe un petit type à côté, A, et fonction d'un type. Pourquoi? Parce que peut-être que je vais avoir envie de stocker des informations à chaque point. Les monstres que je vais rencontrer, la gueule du truc, ou n'importe quoi, on va dire les monstres. Donc j'ai envie de me trimballer avec cette information. L'information sera de type A, arbitraire. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, soit je suis à une fin, hop, je traduis, je suis un salaud, parce que c'est end, allez, je suis gentil. End, ça veut dire que je suis un cul-de-sac, mais j'ai quand même une petite donnée, parce que c'est une salle. Soit j'ai un fork, je peux partir à gauche ou à droite. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, d'une part, j'ai la salle en elle-même, A, et j'ai deux fils. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai également? J'ai un LA et un deuxième LA, qui représentent mes deux chemins. Structure de données récursive. Pour ceux qui ont fait du OCaml, il n'y a rien qui devrait vous faire peur. Et finalement, je pourrais être un passage, que je vais appeler passage, parce que je suis un flemmard, qui aura la salle en elle-même et juste un chemin tout court. Alors déjà, est-ce qu'ici on a des questions? Normalement non. Je ne devrais pas dire normalement non, ça veut dire que les gens ne vont pas oser poser des questions. Donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas de questions. Rien de magique. Bon, maintenant une petite problématique marrante. En Haskell, je n'ai pas le droit à la mutabilité. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de changer des variables. Je ne vais pas le dire de ça, maintenant on reçoit ça. J'aimerais me balader. Et j'aimerais, par exemple, changer une valeur. Faire un get d'une valeur à un endroit, ou bien changer le A qui se trouve à un endroit. Je ne peux pas le faire d'une manière simple, parce que j'ai un petit problème. Soit, comment je fais pour parcourir? Je pourrais dire, tourner à gauche, c'est si je suis là-dessus ou là-dessus, ça n'a pas de sens, donc ta gueule. Donc ça, par exemple, je ne sais pas comment on pourrait représenter le ta gueule. Oh, avec une monade maybe. Hey, pour ceux qui se rappellent de la conférence précédente, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et si je suis sur un fork, ça veut dire que je retourne le chemin de droite. Et en prenant successivement des valeurs comme ça, je vais pouvoir me balader dans mon arbre. Et ça a le bon goût de, si à tout moment je veux changer une valeur, je suis pile ici, j'ai ma donnée vu que je l'ai trimballée, et si je veux changer, je fais pattern matching, je récupère le A et je retourne F de A, je l'ai modifié. Rien de très magique jusqu'à présent, mais j'ai un petit problème. Comment je fais pour revenir en arrière? Non.
Forcément, j'ai perdu la tête, comme disait une certaine prof de prépa, j'ai perdu la tête. Alors, deuxième solution, ce que je vais faire, je ne vais jamais perdre la tête, je vais toujours rester en haut. Par contre, ce que je vais faire, c'est, je vais trimballer avec moi un chemin. Je vais dire à chaque fois si j'ai tourné à gauche, tourné à droite ou si je suis allé tout droit. Et donc je vais dire un chemin, data direction, soit je suis allé à gauche, soit je suis allé à droite. Je me permets de simplifier le cas, j'aurais pas dû prendre le passage, ça va compliquer les choses. Soit je suis allé à gauche, soit je suis allé à droite. Normalement, ça ne devrait pas trop vous faire peur. Et à partir de là, je mets ça, je fais une liste de cette direction et je me trimballe avec ça. Et en fait, tourner à gauche, je garde toujours la tête, mais j'ajoute à ma liste le fait que j'ai tourné à gauche, que j'ai tourné à droite, ou bien que j'ai avancé. Et là, c'est cool, j'ai tout. Mais j'ai encore un gros problème. C'est que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire modifier ou accéder à une valeur ici? Moi, j'ai ça, j'ai ma liste de chemins, je dois parcourir ça, ça, pour accéder à ça et tout remonter. C'est long. Alors je sais, on fait du Haskell, les perfs on s'en fout, mais quand même, ce qu'on aimerait, c'est avoir le meilleur des deux mondes. J'aimerais en même temps pouvoir revenir en arrière et en même temps pouvoir insérer, accéder à n'importe quel nœud d'une manière arbitraire, pas n'importe lequel, mais le nœud actuel sur lequel je suis, en temps constant. Comment je pourrais faire? Eh bien, la réponse à cette question a été développée par le paper de Gérard Huet qui s'appelle un zipper. Et il a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est en supposant que ce soit une sorte de... Les choses avec les pointeurs, vous savez, je fais des flèches comme ça, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui est marrant? Moi, je vais te focaliser là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour me focaliser là-dessus? J'ai juste à inverser l'ordre des flèches. Ça veut dire qu'à partir de lui, les flèches ne peuvent que sortir. Et si je fais ça, hey, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va séparer le nœud sur lequel on est focalisé du contexte. Ça veut dire on va se trimballer à tout moment avec un puzzle. Plutôt que d'avoir un seul grand arbre, j'aurai à tout moment un bout d'arbre, qui est mon arbre actuel, par exemple celui-là, je suis focalisé là-dessus, et à côté, un arbre partiel, un bout d'arbre, comme ça. Et à tout moment, je peux remonter en arrière. Comment je remonte en arrière? J'ai deux structures de données. Celle-là, c'est la structure L qu'on a vue sans problème. Là, c'est une nouvelle structure qu'on va détailler juste après. Et si je veux modifier, je tape sur celle-là. Si je veux revenir en arrière, j'ai juste à redistribuer la charge de lui à lui pour atterrir sur un nouveau couple qui correspondrait à, je n'efface pas, ça. Je suis remonté ici, pardon. Et donc, à chaque fois, j'ai d'un côté mon focus et de l'autre côté mon contexte. Alors, comment on va représenter ça? Il y a un moyen qui est très très simple, c'est je vais garder la même liste de chemins, mais je vais la mettre à l'envers. Et à chaque fois, je mets en tête, parce que je vous rappelle que mettre en tête ou retirer en tête d'une liste, c'est instantané, enfin c'est constant. Et donc, si je suis là, au départ, je suis tout en haut, je n'ai pas parcouru de chemin, donc j'ai un arbre, l'arbre en entier, LA, j'ai un LA, et là j'ai une liste vide. Ok. J'ai envie de partir à gauche, qu'est-ce que je fais? Ça, ce LA, c'est devenu ce fils gauche ici, et je marque dans ma liste, je suis parti à gauche. Si maintenant je veux partir à droite, je passe ici, excusez-moi, je suis gaucher, c'est pas facile. J'ai le nouveau LA qui représente celui-là, donc je peux y accéder instantanément. Et là, je marque dans mon chemin, j'ai ajouté, je le fais à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que c'est instantané. Que je suis allé à droite, et j'ai toujours le fait, dont je me souviens, que j'étais allé à gauche. Alors, est-ce qu'on est d'accord, réfléchissons un peu, que effectivement, comme ça, je peux toujours retomber sur mes pattes? Pourquoi? Voyons voir. Il me faut une information en plus, là.
c'est cool d'avoir dit, je suis reparti à droite, mais j'ai eu l'idée de inverser mon truc, mais j'ai pas plus mon information. Je vais coller, en plus de ce write, en plus de l'information, je vais mettre dedans le chemin que j'ai pas pris. Si moi je suis là, c'est que j'étais là et que je suis parti à droite. Sous-entendu, j'étais là et je n'ai pas pris à gauche. Donc de quoi j'ai besoin pour revenir en arrière ici? J'ai besoin de ça et du chemin que j'ai pas pris. Et pareil, qu'est-ce que contiendrait left? Il contiendrait ici, outre l'information qu'effectivement je suis allé à gauche, cet arbre-là, et le chemin que j'ai pas pris. Alors, j'aurais bien aimé, ça c'est ma faute, j'ai eu la flemme de faire des slides pour vous montrer tout le code. Comme j'écris très lentement et très très mal, je vais vous épargner ça. Je vous ferai une petite démo si vous voulez, mais je pense qu'on va manquer de temps, donc malheureusement je zappe. Vous regarderez de vos côtés, vous chercherez Haskell Zipper. Mais ce qui est marrant, c'est que on a une propriété de linéarité. Pourquoi linéarité? Parce que une petite preuve partielle que je fais pas trop de la merde, c'est que lors de mes équations, aller à gauche, retourner en haut et tout ça, tout ce que je fais, c'est redistribuer les éléments qui sont là-dedans, des éléments qui sont là-dedans, transvasés de l'un à l'autre. Et à aucun moment, un terme qui apparaît à gauche une fois apparaît très exactement une fois à droite. Je n'ai pas ajouté d'informations, je les ai juste transvasées. Donc c'est une propriété de linéarité. Alors ça, c'est très très drôle. Et la structure, à quoi elle ressemblerait au final? Je vous épargne le code, mais ça ressemblerait, laissez-moi calculer rapidement, tac tac tac, j'aurais soit j'étais en haut, diabadibidou, soit j'étais à un chemin. Comment je représente j'étais dans un chemin? Bon, j'étais à la fin. Was, je précise par end, par was à chaque fois, pour pas me renommer, mais c'était la fin. Ou bien c'était un fork. Et là, je précise si je suis allé à gauche ou à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de le préciser spontanément, mais je prends tout ce que j'ai pas pris. Donc j'avais le A et le L de A, les deux trucs que j'ai pas pris. Et pareil, c'était un passage, was passage. Et qu'est-ce que j'ai fondamentalement? A. Alors là, je suis désolé, je vous le mets comme ça et je vous dis en fait, il faut me croire, c'est parce que je manque de temps et parce que j'ai eu la flemme de faire des slides, je suis désolé, mais aussi surtout parce que je manque de temps. Mais effectivement, juste avec des fonctions qui prennent ces deux structures, donc d'une part j'ai ça, d'autre part j'ai une liste de trucs comme ça, et à chaque fois j'ai juste à transvaser entre les deux, je peux retomber sur mes pattes et à tout moment changer de point de contact, de point de contexte, de point de focus, c'est constant, c'est juste un petit transvasage, c'est un pattern matching, c'est linéaire, il n'y a pas de problème, et accéder, c'est toujours en temps constant. Je suis retombé sur mes pattes. Ça, c'est le paper en 97 de Gérard Huet. Alors forcément dit comme ça, il n'impressionne pas. Mais là, ah si, oh ça l'impressionne lui, j'ai trouvé quelqu'un. Alors lui, il va adorer ce que je vais lui faire. On a un petit problème, c'est que quand même, c'est un peu chiant de trouver ça. Mais moi, j'ai un peu réfléchi là. Comment je fais pour trouver intelligemment, à partir de ma structure de données, quel est le zipper qui lui est associé? D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle zipper? Non, forcément. Une intuition. Ça ressemble un peu à une braguette. Excusez-moi. On va prendre un cas beaucoup plus simple, si c'est juste une liste, fondamentalement. J'ai une liste d'éléments. Comment je représente le focus dans cet élément? Parce que là, j'ai le même problème. Vous avez peut-être sûrement connu quand vous avez dit au camel. Change-moi le troisième élément. C'est long de changer mon troisième élément. Je dois parcourir 3. Mon 3, c'est rapide. Change-moi le 20 millième élément. À chaque fois que j'avance, je vais mettre derrière moi les éléments que j'ai parcourus. Et donc, je vais avoir une liste à l'envers des éléments que j'ai parcourus. Donc, cette fois-ci, je passe d'une liste à une liste, à un couple de listes. Et donc là, quand je parcours, j'avais 1, 2, 3, on va compter 3. Ma liste est vide. Avancer de 1, je prends lui, je le mets là. Donc là, j'ai 2, 3, et là, j'ai mis 1. Si j'avance encore, j'aurai quoi? Ici, j'aurai quoi? J'en ai pris un, je vais transvaser ici. Donc là-dedans, j'ai quoi? 3. Ici, là, j'ai quoi? 2 et 1, exactement. Et pas 1 et 2, 2 et 1, je l'ai mis en tête. Et ça ressemble un peu à une braguette, à un zipper qui se balade comme ça. Et donc, j'arrive à représenter, pour une structure de données
relativement arbitraire, je ne vais pas parler de type régulier parce que sinon on va mourir, un focus à un endroit sur une structure de données. Et donc, je peux toujours retomber sur mes pattes et je peux, sur ce point de focus, effectuer des changements en temps constant. Alors déjà, est-ce que ça impressionne des gens? Il y en a un que ça impressionne, les autres ils s'en foutent. Bon, ok, on va sortir l'artillerie lourde. Je vais vous parler d'un paper qui, personnellement, j'ai trouvé magnifique, mais vraiment magnifique, mais il n'y a que les gens comme moi qui trouvent ça drôle. Est-ce qu'on pourrait trouver mécaniquement, mathématiquement, codement, le type de ce zipper à partir de ce type-là? Réfléchissons. Pour ça, il faut représenter des structures avec un trou. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai séparé ça, j'avais tout un arbre, j'ai ça, et ça c'est une structure à trous. Alors, avant de parler structure à trous, on va faire un petit retour sur l'algèbre des types. Vous avez peut-être entendu parler que les types en OCaml ou en Haskell étaient ce qu'on appelait des types algébriques. C'est pas pour faire joli, c'est parce qu'en fait, il y a effectivement une algèbre. Il y a une algèbre, et de la même manière que vous avez fait les cours de THL, les expressions régulières ont été rationnelles, excusez-moi. Les expressions rationnelles ont été construites, sont définies par construction, en partant d'éléments de base, en les construisant avec une algèbre. On va faire strictement la même chose. Au départ, j'ai un type de base. On va dire int. OK, un int. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les associer, en faire deux. Par exemple, l'équivalent d'une structure en C. Donc, j'aurai un entier et un entier, un couple d'entiers. En mathématiques, le et, ça se représente avec un fois, comme en proba, comme partout. Ça, son type, c'est int fois int. Maintenant, si j'ai le choix, si je vous dis c'est soit ça, soit ça. En OCaml, on appelait ça des types somme. Pourquoi? Parce qu'en algèbre, le ou est représenté par le plus. Donc, si j'avais soit toto d'un entier, soit tata, j'écris mal, hein, d'un entier, c'est quoi? D'un point de vue algébrique, c'est int plus int. Je reviendrai juste après sur ça, mais avant, on a deux types particuliers. On avait les entiers qui contenaient un certain nombre de valeurs. On va se permettre deux notations. On va avoir un type spécial qu'on va appeler 0, void, et il a un caractère un peu marrant, c'est impossible de le construire. C'est impossible de le construire, il n'a aucune valeur dans ce type. Donc on met 0, j'ai aucun moyen de mettre quelque chose dedans. Et on met 0 parce qu'avec nos opérations, on retombe sur nos pattes. Pourquoi? Parce que si j'ai, pour construire un couple d'entiers, je dois fournir un entier et fournir un entier, int fois int. Maintenant, pour construire un couple de ce type void et d'un entier, bah, je dois construire ça et je dois construire ça. Mais je ne peux pas construire ça. Donc j'en déduis, je ne peux rien construire. Donc forcément, ce serait 0 fois int. Et je vous laisse deviner les règles mathématiques de base, 0. Par contre, dans le cas d'un type somme, on s'en fout. C'est soit 0, soit quelque chose. 0 plus x égale x. Parce qu'effectivement, ça peut être soit ça, j'ai du bruit, mais en pratique, ce ne sera jamais ça. Je n'ai jamais pu construire ce type-là. Donc je retombe sur mes pattes. J'en ai un autre, qui est un peu spécial, 1. On l'appelle le type unit. Et lui, qu'est-ce qu'il a de marrant? J'ai qu'une seule manière de le construire, il n'a qu'une seule valeur. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que de la même manière qu'avec le 0, je vous épargne parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je retombe sur mes pattes. Int fois 1, c'est int fois int. Parce que, pourquoi? Je n'ai pas ajouté de valeur intéressante. Si je vous dis, j'ai un entier, ah, ça m'intéresse, c'est quoi comme valeur? Et j'ai également un entier, ah, ça m'intéresse comme valeur. Et puis j'ai un type unit. Moi, je m'en fous, je sais déjà ce que c'est, ça ne peut pas être autre chose. Donc tu ne m'as pas apporté de valeur intéressante. Par contre, dans le cas d'un ou, ça a une valeur. Parce que ça pourrait représenter un message. Si je vous dis dans les constructeurs, là, dans les patterns matching, n de A, c'est type A. Mais quand je fais un pattern matching, j'ajoute un K, je donne juste un nom, foobar, et je mets rien derrière, c'est quoi? Je le construis, mais il vaut toujours la même chose. Donc ça, son type, c'est 1. Et donc, je retombe sur mes pattes. Et on a un truc marrant, je peux associer de la même manière, et il s'avère que int fois int, je vais me permettre de l'abréger en 2 int. Et réfléchissons. Pourquoi je peux faire ça? Parce que si on réfléchit, 2 int, 2 c'est quoi? 0, il n'y avait aucune valeur. 1, il y avait une valeur. 2, qu'est-ce que ça pourrait être?
un type qui ne possède que 2 valeurs. Et effectivement, c'est fondamentalement, si on réfléchit, isomorphe, d'avoir un type somme qui me dit left de int, right de int, c'est fondamentalement la même chose de juste me filer un int et me filer un booléen qui me dit si c'est celui de gauche ou c'est celui de droite. Fondamentalement. Je retombe sur mes pattes, je suis isomorphe. Donc effectivement, int plus int, 2 fois int, c'est la même chose. Est-ce que jusqu'ici il y a des questions? Non, nickel. Peut-être parce que je les ai déjà paumés. Là, on va avoir un point moins drôle. Comment je représente une structure de données récursive dans cette algèbre? Nous, dans les équations, on n'aime pas trop quand c'est récursif, en vrai. Heureusement, on a une solution, ça s'appelle un terme mathématique très très compliqué, et qui va vous faire peur, ça s'appelle un point fixe. Pour ceux qui ont fait un truc qui s'appelle le lambda calcul, si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez au S2 si vous prenez la bonne option, je vous conseille de l'apprendre. Vous verrez que le point fixe, c'est une construction mathématique qui permet de représenter la récursivité, entre autres. Je me permets l'amalgame, une fois de plus, les puristes qui me regardent, pardonnez-moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un point fixe d'un point de vue mathématique? Le point fixe d'une fonction, c'est un x tel que f de x est égal à x. On connaît des exemples. La fonction triple, elle prend un x, elle retourne 3 fois x. 0 est un point fixe de cette fonction, parce que f de 0 égale 0. On est d'accord. Pourquoi ça m'aide? Je vais dire, je reprends ma liste. J'avais si je dis liste de A, c'est soit nil, soit conse un élément suivi d'une liste. Ça, normalement, on vous l'a rabâché. Une liste, c'est soit rien, soit un élément suivi d'une liste. Vous devez le connaître par cœur. Comment je peux le représenter? Je ne peux pas le représenter connement, je suis récursif, donc je vais dire c'est un point fixe. Je vais dire mu de liste de A, c'est le point fixe de, j'explique la notation juste après, le point fixe de la fonction qui a x, excusez-moi, j'efface tout, le point fixe de la fonction qui a x associe, ça c'est quoi? 1, on l'a dit, hein, c'est un constructeur qui ne prend pas, donc c'est le type unit. Ça c'est quoi? C'est un plus, cons, il y a quoi là-dedans? A fois liste de A. 1 plus AX. Là je mets le A en majuscule. Alors qu'est-ce que veut dire cette notation? Ça veut dire le point fixe de cette fonction. En fait, il y a plusieurs points fixes, mais je vais pas, on n'a pas le temps. Donc quand je dis ça, je suis en train de dire le type liste est le point fixe de la fonction qui a x associe 1 plus AX. Oui. Alors là, pour l'instant, on va dire déjà, prouve-le-moi, et 2, à quoi ça sert? Alors déjà, prouve-le-moi, bah oui, il n'y a pas de problème. Liste de A, par définition d'un point fixe, par définition, c'est égal à l'application de cette fonction sur elle-même. Parce que x égale f de x, c'est la définition du point fixe. Je l'ai construit pour ça. Bah, c'est égal à cette fonction-là, tout ça, je vais l'appeler f appliqué à x. F, c'est quoi? Bah, c'est f de liste de A, mais f de x, c'était 1 plus 1 à x, donc je retombe bien sur 1 plus A, liste de A. Donc effectivement, par définition du point fixe, si je définis mon type comme étant le point fixe de cette équation, je retombe sur mes pattes. Alors déjà, maintenant qu'on est d'accord pour dire effectivement ça marche, pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'amuse à faire ce petit niveau d'indirection et me faire chier avec ça? Ben, ça va être très pratique pour calculer et faire des opérations mathématiques là-dessus. Parce qu'on s'amuse à faire une algèbre, c'est quand même pour pouvoir traiter ça comme un polynôme. Mais c'est chiant. Si je veux faire des opérations dessus, à chaque fois, bah, pour traiter ça, je traite ça et je traite ça, mais traiter ça, ça doit traiter ça, c'est chiant. Là, j'ai réussi à séparer 2 informations. D'une part, j'ai l'information que ma structure de données est récursive, la preuve, j'ai un point fixe. D'autre part, j'ai la gueule du truc. Et comme ça, je peux traiter la gueule du truc sans me soucier de la notion de récursivité. Vous allez voir très très vite, lors du cas pratique, pourquoi c'est utile. Alors, ça c'est normal que vous ayez du mal, vous verrez en détail. Maintenant, on va retourner sur le paper de Conor McBride et on va réfléchir à ces fameuses structures avec un trou. Alors, à chaque fois, on va prendre un type et on va dire à quoi ça ressemblerait si je mettais un trou dedans. Donc ça veut dire j'avais un arbre
et c'est comme mon arbre, sauf que là, lui, il n'a rien. D'habitude, j'ai des nœuds, mais lui, il n'a pas. Donc, il a un trou. C'est une structure de A, mais il lui manque un A. Il y a un trou de A. Et donc, j'imaginerais qu'après, si j'ai une structure avec trou et un A, je peux les combiner et retomber sur ma structure en entier. C'est quoi dans 0? C'est quoi un trou de A dans 0? Bah ouais, j'ai pas trop le choix, il n'y a rien là-dedans. Donc a fortiori, s'il n'y a rien, il n'y a pas spécialement de A. Hein. Donc là, je vais l'appeler T pour T de trou. Bah T de trou, bah trou de 0, bah c'est 0. Hein. J'ai pas vraiment le choix. Trou de unit. Bon, j'ai un élément, mais c'est pas un A. Je ne peux pas chercher, c'est toujours des trous en A, hein, bien sûr. Bah, j'ai pas de trou en A, hein. Pas vraiment le choix. Hein. Bah, j'ai rien, je peux pas, ça n'existe pas. C'est 0. Maintenant, si le trou en A d'un A, bah, ma foi, j'avais juste un A, je l'ai retiré, il reste quoi? Rien? Ah, attention, rien c'est 0, c'est rien 1. Bon, c'est rien 1, parce que je peux représenter le rien. Je peux dire il n'y a rien. Donc, j'ai un trou. Tout ce que je peux dire, c'est effectivement, il y a un trou. Je n'ai pas 36 manières de mettre mon trou. Sans propos sexuel, quel qu'il soit. C'est quoi le trou dans une structure qui n'est pas un A? C'est-à-dire, ce serait un B, mais ce n'est pas un A. C'est quoi le trou de A dans un truc qui n'a pas de A? Bon, allez, réfléchissez un peu, les gars. Est-ce qu'il y a un trou? Bah non, il n'y en a pas. Est-ce que je peux représenter ça? Est-ce que je peux construire un trou de A s'il n'y a pas de A? Bah non, c'est un 0. Ok, on va passer sur les choses intéressantes. J'ai un type somme. C'est quoi le trou en A de U plus V? Je me permets de notation. Bah, soit le trou il est à gauche, soit le trou il est à droite, après tout. On est d'accord? Donc, soit c'est un OU, donc c'est un plus, soit mon trou était à gauche, soit mon trou était à droite. Un type produit, un couple. U fois V. À quoi ça ressemble un trou? Réfléchissons. J'ai un couple d'entiers, int fois int. OK? Et je vous dis, il y a un trou. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Ah, il y en a un qui avait l'air intéressé, il est tout largué maintenant. Bon, soit mon trou est à gauche, soit mon trou est celui de gauche, soit mon trou est celui de droite. Donc, un soit, donc déjà j'ai un plus. Soit il était à gauche, dans ce cas-là, le V il n'a pas bougé. Donc c'est T de A en U et le V je n'ai pas touché. Soit mon trou était à droite, donc U n'a pas bougé. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai à côté? Bah, j'ai le V avec un trou. OK? Là, j'ai représenté comment je peux faire mes trous. Et là, la question qui tue, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ces équations? Ouais, c'est bizarre, hein? Ça, c'est le paper de Conor McBride. Je peux dériver une structure de données, et si je dérive une structure de données, mathématiquement, je tombe sur le type de son zipper. What the fuck? Alors, pourquoi what the fuck? Réfléchissons. C'est what the fuck pour diverses raisons. C'est what the fuck déjà parce que ça n'a pas de sens. Enfin, que la notion de dérivée, on tombe sur nos pattes. Mais surtout, la dérivée, c'est un opérateur continu. Ça, c'est du discret. On va prendre un cas concret. Si j'ai un triplet d'entiers, j'ai un entier, un deuxième entier, un deuxième entier. C'est quoi son type? Là, vous devrez pouvoir me répondre immédiatement. Int fois int fois int, qu'on se permet d'abréger en int cube. On se le permet. C'est un int cube. J'ai envie de mettre un trou dedans. Comment je peux faire pour mettre le trou? Alors, bah, le trou, il pourrait être celui de gauche,
Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un trou, un entier, ou bien le trou, il est au milieu, donc un entier, un trou, un entier, soit le trou, il est à droite. Un entier, un trou. Ça, c'est quoi ce type? Tac, tac. In carré. Ça, c'est quoi? In carré. Ça, c'est quoi? In carré. Et c'est soit ça, soit ça, soit ça. Donc ça, plus ça, plus ça. Donc j'en déduis 3 int carré. Et 3 int carré, c'est bien la dérivée de in cube. Donc je peux dériver mathématiquement mon type et je peux retomber sur le type de son trou pour pouvoir représenter mon zipper. Maintenant, on va se marrer et on va le faire sur un truc avec des points fixes. Ah. Alors, je vais me permettre énormément de raccourcis pour simplifier les choses. Donc une fois de plus, je prends vraiment des pincettes, pas spécialement pour vous, mais pour les gens qui vont me regarder sur Internet. Oui, je vais faire plein de raccourcis. Oui, je vais faire des amalgames. Et oui, ce ne sera pas très technique. C'est pas grave, l'important c'est qu'on se comprenne. Donc, on va prendre quel peut être le zipper d'un arbre binaire. Donc déjà, c'est à quoi la structure de mon arbre binaire? Réfléchissons. Data B-tree de A, c'est quoi? Soit je suis une feuille, j'ai une valeur, soit je suis un nœud, j'ai une valeur intermédiaire, et j'ai un fils gauche, et j'ai un fils droit. Première question, comment je représente algébriquement ce type? Donc déjà, premier truc, je suis récursif. Récursion, point fixe. Donc déjà, mon type est un point fixe. Donc, B-tree de A, c'est un point fixe. Un point fixe d'une fonction qui a x associe quelque chose. Associe un grand F, F pour foncteur, mais je vous épargne pourquoi, foncteur de x, paramétré sur A. Et quelle est la définition de ça? On a juste à coller ça, en remplaçant à chaque fois le type récursif par x. Donc, f en A d'un x quelconque, c'est quoi? Je déroule ça. Donc là, j'ai un type somme, donc forcément, j'ai un plus. Là, il y a quoi là-dedans? Il y a un A. Là, il y a quoi? Tac, tac, tac. C'est un A, x, carré. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pourquoi? Là, pour chaque cas, je fais un plus. Je prends ça. A, c'est un type A, tac, tac. C'est un produit, cela. Donc A fois X. Donc là, j'ai représenté mon type d'une manière algébrique. Maintenant, on va le dériver. Alors, comment je dérive? En fait, on va directement dériver ça. Et là, on voit pourquoi c'est cool d'avoir fait le point fixe. Parce que si je vous avais demandé de dériver sans point fixe, vous m'aurez dit, dériver liste de A, c'est dériver 1 plus A fois liste de A au carré. Mais dériver liste de A, c'est dériver 1 plus A machin, et vous avez une équation sans fin. Et là, vous vous tirez une balle. Avec le point fixe, je peux dériver tranquillement, et après, je replugue dedans. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez me confirmer que je ne dis pas de la merde, que si ce FA de X, FA de B' de A, ce sera égal à A plus A fois B' au carré, et que c'est bien, par définition du point fixe, mon B' de A. Donc effectivement, je retombe sur mes pattes. Dérivons ça par rapport à X. La dérivée de ça par rapport à X, c'est quoi? Dérivée de A par rapport à X. Allez les gars. Chut. Oui, ça, 0, on l'a dit. Plus dérivée de AX carré par rapport à X. Là, c'est des maths, hein, c'est terminal. Hein. 2AX. Je dérive mathématiquement. Et je peux replug là-dedans. Et mon nouveau type sera donc zipper de A. Ce sera quoi? C'est à moi de leur donner des noms, mais ça a disparu. 2 fois A fois X. Donc on a dit le 2,
le 2 et le A plus, séparés en plus, 2 int et int plus int, c'est isomorphe. Donc moi, je trouve ça plus simple, je vais le séparer en deux. Donc c'est AX plus AX, donc déjà j'ai un type somme. Je vais l'appeler genre left. Dedans j'ai quoi? J'ai pas le choix, j'ai un A et un X. Donc left d'un A et d'un zipper de A, c'est mon X. Et sinon, je suis parti à droite avec un A et un zipper de A. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que effectivement, le zipper de ça, c'est ça, le chemin. Parce que ça, ce type-là, ensuite, je le mets dans une liste. Et à chaque chemin que je parcours, je mets un élément comme ça. Est-ce que si je mets un élément comme ça à chaque fois que je parcours, je peux retomber sur mes pattes? J'étais tout en haut. C'était un node, je suis parti à gauche. Donc moi, je suis devenu ça. Et j'ai mis un left avec l'élément qui était là et le B-tree qui était là. Donc ça veut dire, je me permets du code très rapidement, go right, qui prend en paramètre, qui fait un pattern matching, égal fun, qui a un node, il prend un couple d'une part avec un node de A, left and right, et qui prend également un zipper, donc une liste L de chemin que j'ai pris. C'est une liste de zipper. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, moi, je suis devenu mon fils droit, R, et qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? J'ai mis l'information que je suis allé à droite. Donc, un right avec le A qui est ici, le L qui est ici, 2 points, 2 points, mon L, et j'ai ajouté ça en tête de liste. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça ne vous choque pas? On ne va pas comprendre dans tous les détails, mais effectivement, il n'y a rien de choquant là-dedans. Et effectivement, je suis linéaire. Pourquoi je suis linéaire? Parce que A, L, R, bon, L et L, bon, li, apparaissent une fois à gauche, une fois à droite. Je n'ai pas ajouté d'informations, je n'ai pas perdu d'informations. J'ai juste transvasé. Et effectivement, j'ai pu, à partir d'une structure de données arbitraire, trouver son zipper en dérivant mathématiquement son type. Et ceci est l'essence du papier de Conor McBride. Je pense ne pas avoir grand-chose d'autre à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, alors maintenant, c'est juste pour une curiosité personnelle. Il y a combien de gens qui trouvent ça beau? Ouais, c'est un meilleur score que ce que je m'attendais, ça me fait plaisir. Tous ceux qui trouvent ça beau, vous pouvez partir en SCIA. Les autres, allez en TECOM. Je vous remercie.